Bien, bonjour à tous. Bon, je suis chez moi derrière mon écran, mais c'est un peu comme si je vous retrouvais et j'en suis bien content. Bien content aussi de poursuivre avec vous ce que j'avais commencé et notamment le travail sur l'art. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais et si vous avez relu un petit peu ce début de cours avant de regarder cette vidéo, mais finalement, à la question que recherche l'œuvre d'art, on a vu qu'il y avait bien des difficultés à trouver une finalité commune. En tout cas, ça ne pouvait pas être la beauté, puisqu'on a vu, notamment en grand 2, toutes les objections qu'on pouvait faire à cette affirmation. Alors, dans le grand 3, je vais quand même essayer de vous proposer ce que j'ai appelé de possibles finalités communes. Alors, c'est pas évident de réfléchir à ces finalités communes suite aux révolutions de la fin du 19e siècle et de la deuxième moitié du 20e siècle. Je vous rappelle qu'à partir de la fin du 19e siècle apparaît ce qu'on appelle l'art moderne, qui révolutionne complètement les conceptions classiques de l'art. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, alors là apparaît carrément l'art contemporain et qui multiplie les pratiques et les formes artistiques. Sont apparues, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais des installations, ce qu'on a appelé des performances, le land art, c'est-à-dire créer des œuvres d'art au sein même de la nature avec des éléments eux-mêmes naturels, le street art, le body art. Enfin, vous voyez bien que toute cette explosion des formes artistiques rend encore plus difficile la quête de celui qui voudrait unifier les finalités de l'œuvre d'art. Alors, mais je vais essayer de le penser ici avec vous et essayer de voir si on ne pouvait pas trouver des finalités les plus générales possibles afin qu'elles soient vraiment englobantes. Est-ce que c'est possible? Alors, le premier point que je vous propose ici, c'est un point autour du philosophe Henri Bergson. Et j'ai donc appelé ce point-là, c'est mon grand A, Bergson, l'art comme révélateur. Alors, cette partie-là du cours fait appel au texte que je vous avais envoyé début avril. D'accord, je vous ai envoyé deux textes, un texte d'Hannah Arendt et un texte de Bergson. Et donc là, si vous voulez, avant de poursuivre cette vidéo, moi je vous propose une chose, c'est de reprendre, de mettre sur pause, de reprendre le texte de Bergson, de lire une fois, et une fois que ça a été lu, de reprendre ce cours afin que vous compreniez mieux de ce dont il s'agit. Alors, dans la pensée et le mouvement, Bergson confère à l'art une puissance révélatrice. Alors, il va falloir réfléchir à ce que ça peut être que cette puissance révélatrice. Qu'est-ce qu'on doit entendre comme idée derrière ce terme d'un art révélateur? Eh bien, un art révélateur, pour Bergson, c'est un art qui nous montre, qui nous dévoile des aspects de la nature ou de nous-mêmes dont nous n'avons pas conscience, que nous n'avions pas perçu. D'accord? Et c'est tout le début du texte. Le tout début du texte suggère, sans la dire explicitement, cette puissance révélatrice. Puisque je vous rappelle, Bergson, il commence le passage en disant à quoi vise l'art? Et voici ce qu'il nous dit. Finalement, il vise à nous montrer dans la nature et dans l'esprit, hors de nous et en nous, des choses qui ne frappaient pas explicitement nos sens et notre conscience. Alors, si nous voulions être très précis, si on faisait l'explication de texte, là, il faudrait vraiment être attentif à la manière dont les termes sont liés les uns aux autres ici, parce qu'on a d'une part un art qui nous montre dans la nature, c'est-à-dire hors de nous, des choses qui ne frappaient pas explicitement nos sens. D'autre part, l'art qui nous montre dans l'esprit, c'est-à-dire en nous, des choses qui ne frappaient pas explicitement, cette fois-ci, notre conscience. D'accord? Alors,
Pour ce qui est de l'esprit, on voit ici que dans ce texte, Bergson se réfère au romancier ou au poète. Et qu'il nous dit que, il nous dit que celui-ci, finalement, nous permet de mieux connaître toutes les nuances. Dans un autre passage, il dira les 1000 nuances fugitives de nos émotions et de nos pensées. Alors, pour donner un exemple, je dirais ici, je ne sais pas, moi je suis effrayé par une chose, bon, et bien voilà, j'ai ce sentiment de frayeur, je mets le mot frayeur sous ce sentiment, et bien le poète ou le romancier, et bien lui, il va peindre cette frayeur, essayer de l'éclairer encore plus, de manière à montrer toute la singularité et toute la spécificité de ce sentiment. Chose que moi, dans la vie courante, je suis effrayé par une chose, je suis effrayé, je ne vais pas aller jusqu'à ce point de détail et de description. Et c'est ce que va faire le poète. Et en lisant ce que fait le poète ou le romancier, eh bien, c'est à travers ça qu'on peut apprendre finalement davantage sur nos pensées, sur nos émotions, sur nos sentiments. Hein, c'est cette idée-là qu'il faut retenir pour comprendre en quoi l'art peut être révélateur d'aspects de nous-mêmes, de l'esprit, c'est-à-dire de notre humanité, dont nous n'avions pas suffisamment conscience. Et par ailleurs, alors pour ce qui est des aspects de la nature que l'art nous révélerait, donc Bergson fait référence ici à la peinture et il prend comme exemple le peintre Turner. Alors je ne sais pas si vous connaissez Turner, vous pouvez aller regarder assez vite sur Google, vous mettez tableau Turner et vous verrez. Il est considéré comme un précurseur des impressionnistes, et quand on voit ses toiles, on comprend pourquoi. D'accord, hein, il a finalement, ces tableaux ont une lumière très spécifique, hein, on pourrait dire que les frontières entre les divers éléments du tableau disparaissent, ce qui crée des scènes assez saisissantes et singulières. Et Bergson, il voit là la possible révélation de ce que nos sens, finalement, quand on regarde comme ça les paysages, ne nous permettent pas de voir. Et donc ça, c'est pour lui, ces aspects-là, c'est un peu comme si l'art nous permettait de prendre conscience de la vérité, la singularité des pensées, sentiments, émotions, environnement, paysage, etc. Hein, d'accord ? Et sans l'art, finalement, nous en resterions qu'à cette surface que nous donnent nos sens. Alors, ça, c'est l'idée globale de Bergson que j'essaie de vous présenter ici, mais maintenant il va falloir se poser une question: est-ce que cette conception bergsonienne de l'art peut se généraliser et correspondre à toutes les œuvres, quelle que soit l'histoire de l'art? Alors probablement pas. D'accord ? Et par exemple, pour la peinture, c'est pas un hasard si Bergson se réfère à Turner, d'accord ? Et que on a là, vous voyez, comme je vous disais, le précurseur des impressionnistes, c'est-à-dire qu'on a ici des paysages, et l'idée n'est pas de reproduire fidèlement la réalité, mais de faire surgir quelque chose qui va être de l'ordre d'un instant lié à une lumière, une ambiance, un environnement, une atmosphère. Voilà. Mais, à part ça, si je regarde, par exemple, la descente de croix de Nicolas Poussin, je ne vois pas tellement ce que ce tableau pourrait me révéler de la nature. Ou encore, si on prend les peintres abstraits, je rappelle, hein, l'abstraction en peinture, c'est qu'il n'y a plus aucun élément figuratif dans le tableau, des éléments de la réalité qu'on pourrait reconnaître. Bon, là, c'est clairement, qu'est-ce que la peinture abstraite pourrait m'apprendre sur la nature? Alors, peut-être qu'il ne faut pas chercher nécessairement dans les œuvres d'art à trouver la vérité
des vérités concernant, par exemple, la plage de Calais à marée basse. C'est le titre d'un des tableaux de Turner. Euh, mais cela dit, moi je pense qu'il est possible, à partir de cette conception de Bergson, de la développer et de l'étendre. L'idée, ce serait que finalement l'œuvre d'art, elle me permet, le temps de la contemplation, d'avoir une nouvelle façon de voir ou une nouvelle façon de vivre. Je vais essayer de m'expliquer par rapport à cette idée-là, hein, mais c'est bien l'idée que vous retrouverez dans le cours et qu'il faudra mettre en évidence. C'est-à-dire qu'ici, on peut voir que chaque œuvre d'art est absolument originale, c'est à la fois une expérience totalement inédite. Je vois des choses que je n'ai jamais vues ou telles que je ne les ai jamais vues. D'accord? Et finalement, à travers ça, on pourrait dire que l'œuvre d'art nous donne la possibilité, l'opportunité unique de sortir un peu de nous-mêmes, de nous extraire, de notre rapport habituel au monde, de notre rapport habituel aux choses. Alors je vais prendre ici, j'ai pris en tout cas dans le cours quelques éléments, mais vous voyez, vous pourrez vous rechercher un peu sur Internet si vous voulez les œuvres auxquelles je me réfère. Je vous avais déjà parlé dans le grand 2 de la montagne Sainte-Victoire de Cézanne. Bon, bah, Cézanne, il m'offre ici la possibilité de voir le mont Sainte-Victoire comme je ne l'ai jamais vu et comme mes sens ne me permettront jamais de le voir. D'accord? Alors, on peut avoir aussi finalement ici un rapport à la peinture abstraite. Un peintre abstrait comme Kandinsky, il va me donner l'occasion de voir une association de couleurs, de formes suggestives, mais que je ne peux voir que grâce à la peinture abstraite. Jamais dans le monde je ne pourrais voir une telle chose. D'accord? C'est une pure création de l'esprit. Mais je pourrais prendre aussi encore un autre exemple. Je sais bien que les œuvres de Duchamp peuvent laisser sceptique, mais finalement Duchamp aussi, il m'invite à regarder des objets, à poser mon regard sur des objets. Et alors il ne s'agit pas clairement d'en admirer la beauté intrinsèque, mais finalement de regarder des objets d'usage avec un regard qui ne soit pas utilitaire. C'est-à-dire que par rapport à l'objet, je vais, vous voyez, c'est l'occasion de regarder les choses dans un rapport au monde qui n'est plus simplement utilitaire, lié à l'action qu'on peut faire dans le monde avec des objets d'usage. Voilà. Et alors, dernier exemple aussi que j'avais envie de prendre pour préciser un petit peu cette idée, c'est les emballages de cristaux ou les œuvres de cristaux. Hein, vous savez, cet artiste contemporain qui a par exemple emballé le Pont Neuf ou qui a proposé une promenade flottante sur le lac Majeur en Italie. Bon, grâce à ces œuvres, d'accord, je ne vois plus le Pont Neuf. Déjà, je regarde de nouveau le Pont Neuf. Même s'il est caché, eh bien, je le regarde de nouveau, je vois autre chose. Et puis, l'expérience qu'il propose de vivre en se promenant sur ces espèces d'allées flottantes assez larges sur un lac et de faire le tour de Nil, c'est absolument unique. Et donc, peut-être que autour de cette idée, on peut avoir un point commun sur les œuvres d'art, c'est-à-dire qu'elles vont nous permettre de voir, de vivre, d'entendre des choses telles qu'on ne pourrait jamais les entendre dans le monde tel que nous y vivons et grâce à nos sens tels qu'ils perçoivent ce monde. Donc ça, c'est un point que j'ai voulu souligner. Alors, pour cela, je suis parti de Bergson comme révélateur. Alors, ici, dans le dernier point, peut-être que l'idée de révélation n'est plus totalement adaptée parce que l'art ne révèle pas forcément quelque chose que je ne voyais pas, mais elle me donne à voir quelque chose
que seule une œuvre peut me donner à voir. Vous voyez, c'est ça un petit peu l'idée. Alors, dans le grand B, là, je vais me diriger vers quelque chose qui est un rapport un petit peu plus pratique du point de vue existant. Je vais m'expliquer. Hein, j'ai appelé ce point B gratuité et dimension autotélique de l'œuvre d'art. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette dimension autotélique de l'œuvre d'art? Eh bien, j'espère qu'à la fin de mon exposé, ce sera plus clair. Alors, pour comprendre déjà la gratuité, l'idée de gratuité de l'œuvre d'art, eh bien, je vais essayer de partir de la différence entre création artistique et production. D'accord? C'est-à-dire que, quelle que soit l'œuvre d'art, il y a toujours l'idée de création qui demeure. On a quelque chose d'unique et d'original qui est créé, contrairement à tous les objets d'usage qui sont produits. Ils sont produits souvent en quantité parce que leur but est de servir. Ce sont des moyens en vue de fins liées à notre existence pratique, c'est-à-dire choses qu'on doit faire dans le monde tous les jours, etc. D'accord? Donc, en tant que telle, l'œuvre d'art échappe à la sphère des nécessités de l'existence et à la sphère de ce qu'on appelle l'utilité. C'est-à-dire se servir, on crée en général, l'être humain crée des artefacts parce qu'ils vont l'assister dans son existence. Eh bien là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas des œuvres d'art. En tant que telles, hein, eh bien, elles ne servent à rien. Elles ne servent à rien, on n'en fait pas usage. Et même dans des domaines tels que les constructions architecturales, où on aurait un peu plus l'idée d'une utilité, on voit bien que on n'est pas dans la simple utilité. Hein, parce qu'une construction architecturale se distingue nettement d'une construction et d'un bâtiment normal. Alors, pour comprendre cette idée de gratuité, eh bien, je fais référence ici à Georges Bataille. Alors, Georges Bataille, on l'avait rencontré une fois, notamment dans le cours sur la culture, et c'est avec lui que on avait vu la double négation, négation de l'animalité et négation du donné extérieur. Alors, Georges Bataille, il dit quelque chose que je trouve très intéressant par rapport à l'art, et notamment à sa naissance, la naissance de l'art. Voici ce qu'il nous dit. L'art est né le jour où l'humanité a été capable, comme à Lascaux, de concevoir une activité distincte du travail, le jour où un geste gratuit l'a fait sortir de l'assujettissement à l'utilité. Le jour où un geste gratuit l'a fait sortir de l'assujettissement à l'utilité. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi cette gratuité? Eh bien, c'est parce que finalement, eh bien, l'art est une activité qui n'est pas tournée vers les choses qui sont utiles, donc on fait ça gratuitement. Ça n'a pas de finalité pour notre existence pratique. Et c'est ça qui est important à retenir. Le tracteur qui passe. C'est ça qui est important à retenir parce que au moins on peut dire que dans toute forme d'art, il y a quand même une espèce de gratuité qui est devenue de plus en plus présente au cours de l'histoire de l'art. Hein. Et à cette gratuité, je vais donc associer ce que j'ai appelé la dimension autotélique de l'œuvre d'art. Pour comprendre autotélique, eh bien, il faut un peu faire une analyse étymologique. Alors, auto, hein, ça vient du grec, c'est un terme qui est formé sur le grec.
auto, soi-même, et télique, qui vient du grec télos, qui signifie fin. Donc quand on dit d'une œuvre d'art qu'elle a une dimension autotélique, on dit d'elle qu'elle est à elle-même sa propre fin. C'est-à-dire qu'elle elle n'est pas un moyen en vue de fin autre. D'accord? Le ciseau, il n'est pas autotélique. D'accord? Je ne fais pas le ciseau pour faire le ciseau, je fais le ciseau pour couper. D'accord? Le vélo non plus, il n'est pas autotélique, je fais le vélo pour me déplacer. Je fais l'œuvre d'art pour elle-même. C'est-à-dire que on pourrait presque dire, que recherche l'œuvre d'art? Eh bien, elle recherche elle-même. Elle ne recherche rien d'autre qu'à être. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dimension autotélique de l'art. Alors, est-ce que l'art a toujours été autotélique? Il l'est devenu, très clairement, à partir du moment où il s'est de plus en plus émancipé de la religion. Parce que vous savez qu'au départ, l'art est quand même très lié à la religion, et c'est vrai que l'honnêteté intellectuelle, si je peux dire, elle nous empêche de considérer qu'au moment où l'art est très tourné vers une dimension religieuse, il est totalement autotélique. Il a une fonction dans le culte, il a une fonction dans et pour la religion. D'accord? Il n'est pas totalement autotélique, mais on voit bien avec l'histoire de l'art que progressivement, l'art s'est émancipé de ces tutelles religieuses, et à partir de là, on peut vraiment considérer cette gratuité et cette dimension autotélique de l'art. Voilà. Alors, dernier point. Alors le dernier point, il se réfère précisément au texte d'Hannah Arendt que j'avais fourni. Alors là, de la même façon, vous pouvez me mettre sur pause, reprendre le texte d'Hannah Arendt et en faire une lecture attentive. Alors, le C, je l'ai appelé donc Hannah Arendt, les œuvres d'art ne sont pas, entre guillemets, les œuvres d'art ne sont pas fabriquées pour les hommes, mais pour le monde. Et là, on se dit, mais que veut dire Hannah Arendt quand elle dit que les œuvres d'art ne sont pas fabriquées pour les hommes, mais pour le monde? Pour comprendre cette expression, je vais reprendre le début de ce texte, quand elle dit « Parmi les choses qu'on ne rencontre pas dans la nature, mais seulement dans le monde fabriqué par l'homme ». Eh bien déjà, ici, dans ce début du texte, on a sous-entendu une première distinction. D'un côté, on a la nature, de l'autre, on a le monde fabriqué par l'homme. Cette distinction, elle peut faire penser à la distinction qu'on avait faite entre nature et culture. D'accord? Là, ici, le monde fabriqué par l'homme, c'est la culture au sens ontologique, et plus particulièrement tous les artefacts que fabrique l'homme. Donc, la nature, elle renvoie l'homme à son animalité, et le monde qu'il fabrique, le monde que l'homme fabrique, le renvoie à son humanité. Ça, c'est la première chose. Et on se situe ici dans le monde. Le monde, pour Hannah Arendt, c'est le monde que l'homme fabrique. Le monde de l'homme. Alors, donc, au sein de ce monde, Hannah Arendt nous dit qu'il y a deux types d'objets, les œuvres d'art et les objets d'usage. Et tous deux ont, dit-elle, une durée. Alors elle dit tout de suite, la durée des objets d'usage est très, très peu importante, et peu importante par rapport à la durée des œuvres d'art. Mais objets d'usage et œuvres d'art ont quand même tous les deux cette durée, ce qui va les distinguer de ce qu'elle appelle ensuite les objets de consommation et les produits de l'action. Alors, dans le monde fabriqué par l'homme, d'accord, il y a certes ces objets d'usage et ces œuvres d'art, puis il y a aussi les objets de consommation et les biens de consommation et les produits de l'action. Alors les biens de consommation, les objets de consommation, c'est quoi? C'est tout simplement
les denrées périssables telles que peuvent l'être la nourriture et les boissons. C'est pour ça que elle dit de ces objets de consommation qu'ils n'excèdent à peine leur vie, leur existence, leur durée n'excède à peine le temps qu'on met pour les fabriquer. C'est-à-dire que le propre de l'objet de consommation, c'est d'être consommé. Il ne dure pas. D'accord ? Alors, quant au produit de l'action, eh bien, Hannah Arendt y met deux choses, les mots et l'action en tant que telle. Et elle les qualifie finalement de transitoires. Ces choses sont transitoires. Les mots ne durent que le temps que je parle et l'action ne dure que le temps que j'agis. Juste une chose, la mémoire peut d'une certaine manière fixer ces produits de l'action. Elle peut fixer les mots dans des récits, nous dit Hannah Arendt, ou elle peut fixer l'action dans des gestes qu'on apprend par cœur et qu'on peut répéter. Quand j'apprends à fabriquer quelque chose, j'apprends des gestes, j'ai mémorisé des gestes. D'accord. Quand j'entretiens, je sais pas, un moteur, eh bien, j'ai appris par cœur des gestes. Quand je pratique une activité sportive, comme le tennis par exemple, eh bien, j'ai appris à faire un revers, un coup droit, etc., un smash, voilà, d'accord. Ce sont des gestes, la mémoire peut fixer certaines actions et certains mots, d'accord. Voilà, mais ces choses ne durent pas. Alors que finalement, fondamentalement, dans le monde fabriqué par l'homme, qu'est-ce qui dure? Les objets d'usage et les œuvres d'art. Et les objets d'usage, c'est une certaine durée qui peut être assez courte. Imaginons, j'ai un stylo, il ne va pas durer si longtemps que ça. D'accord, la durée d'un objet d'usage dépend de son usage, dépend des matériaux, mais il va durer il va durer beaucoup moins longtemps, par exemple, que une table en chêne qui, elle, peut durer, on peut imaginer, plusieurs siècles. Est-ce qu'on va en faire un usage pendant plusieurs siècles? C'est autre chose, mais vous voyez, l'objet d'usage est amené à durer. Mais ce qui est important à noter ici, c'est que Hannah Arendt nous dit bien que cette durée-là, elle n'a rien à voir avec la durée des œuvres d'art parce que, nous dit-elle, elles sont potentiellement immortelles. Les œuvres sont potentiellement immortelles. L'œuvre d'art survit à l'artiste et survit à la société qui l'a produite. D'accord? Alors, c'est là où on va faire le lien entre ce qu'on a vu en B et ce qu'on voit ici en C. C'est-à-dire que pourquoi l'œuvre, comment Arendt explique que l'œuvre est une telle durée, une immortalité potentielle? Eh bien parce que c'est précisément parce qu'elles ne servent à rien. Elles n'ont pas d'usage. D'accord? Elle nous dit, elles sont délibérément écartées des processus de consommation et d'utilisation. Délibérément. C'est-à-dire que vous voyez, une œuvre d'art, je ne vais pas en faire un usage. On va la mettre dans des musées, par exemple. D'accord? C'est ça, délibérément l'écarter des processus de consommation et d'utilisation. Et surtout, une œuvre d'art, plus elle est précieuse, d'accord, moins il faut la toucher. Il ne faut surtout pas la toucher. D'accord? Il y a l'idée ici de absolument la conserver. Et finalement, les œuvres d'art, c'est ce qui fait le lien entre les générations et les générations et les générations. D'accord? Elle survit aux générations. Et c'est en cela que Hannah Arendt va dire qu'elles sont les plus mondaines des choses. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une chose mondaine pour Hannah Arendt? Mondaine, ici, ça ne fait pas référence à la bonne société. J'arrive vers la fin du temps de ma vidéo que je suis avec mon portable, tant pis. Je vais faire une deuxième petite vidéo pour continuer parce que là, ça va bientôt couper.